Bonjour, donc je vais vous présenter encore une vidéo. Alors la vidéo, celle-ci, comme je l'avais promis, on va faire une introduction au CO2. Donc la première, il y a plusieurs vidéos que je vais faire, parce que c'est quand même assez important, il faut y aller doucement. La première vidéo, ça va être qu'est-ce que le CO2, ses caractéristiques, ses inconvénients, ses avantages. Donc on va travailler dans ce sens-là. Petit point à faire sur les vidéos qui sont sur YouTube. On me pose des questions et je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je réponds à presque toutes les questions, d'ailleurs, je pourrais dire même à tous. Mais il y en a quelques-unes qui me sont passées à travers, qui n'ont pas... je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que quand je les reçois sur mon téléphone, bon, je les efface et puis après je vais sur mon ordinateur et là, je les reprends, les questions, je réponds directement. Parce que sur mon téléphone, je ne le fais pas, parce que s'il me faut un document, s'il faut quelque chose, c'est pas la peine. Et je sais pas, ces jours-ci, j'ai eu 2-3 qui se sont effacés, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris, elles sont pas réapparues sur mon truc. Donc je me suis souvenu plus ou moins des questions, donc j'essaierai de retrouver les gens qui ont posé des questions. Il n'y en a que deux au maximum. Toutes les autres, j'ai répondu. Ça va? Donc on va commencer l'introduction donc au CO2. Et après on fera d'autres vidéos parce que j'ai pas mal de demandes de vidéos. Ok? Allez. Voici la première approche sur le CO2. Donc on va voir les caractéristiques, avantages et inconvénients. Alors, la généralité du CO2 qu'on appelle le R744. Donc c'est le dioxyde de carbone. Il est composé d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Il est formé par différentes façons. Donc on peut le faire de différentes façons. Combustion biologiquement, fermentation et ainsi de suite. Alors, si nous rajoutons de l'eau sous la forme de l'acide carbonique, H2CO3, alors les tuyauteries sont spécifiques, donc on a des tuyauteries frigorifiques normales, mais là ici on va retrouver des tuyauteries cuivre qui sont plus épaisses, et il y a du métal qui est incorporé dedans, donc du fer, qui nous fait une propriété différente, c'est-à-dire le cuivre, celui-ci, est aimantable. Donc il est plus épais et aimantable. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Donc si vous ne voulez pas vous tromper, vous mettez un aimant. Si ça accroche, ben, c'est signe que c'est du cuivre prévu pour le CO2. Ne prenez pas n'importe quel cuivre pour le CO2 parce qu'il y a beaucoup de pression dedans. Alors, le circuit doit être mis au vide correctement car l'humidité est notre ennemi dans le CO2, comme dans beaucoup d'autres gaz, mais celui-ci encore un peu plus. Faire attention, en dessous de 5,2 bar absolu, il se solidifie. 4,2 bar relatif, moins 56,6. Donc si par exemple vous faites évaporer du CO2 et que vous descendez au manomètre à 4,2 bar relatif, ben, vous avez une solidification qui se fait et ça bouge. Alors, vous inquiétez pas, vous arrêtez l'installation, la température remonte, ça va refondre. Mais on évite ce genre de problème parce qu'on ne sait jamais où c'est bouché. Alors son point critique, ben, c'est 73,87 bar absolu. Donc en haut de la courbe de notre bulle du diagramme, mais on a 73,87 bar absolu, donc 72,87 au manomètre, qui est égal seulement à 31,3 degrés Celsius. C'est pour ça que ce gaz de CO2, on va devoir l'employer de deux façons différentes. Soit qu'on l'emploiera en cascade, soit qu'on va l'employer en subcritique, parce que là, on l'emploiera en cascade, et soit qu'on l'emploiera en transcritique, et là, ça sera en détente, mais ça va être un circuit très spécifique. Et ça, je l'expliquerai dans les vidéos qui vont suivre. Alors, le CO2 il peut être employé en phase diphasique, donc phase latente, comme un gaz frigorifique, on le fait détendre et on le fait condenser. Bien sûr, la condensation, on verra que c'est tout à fait différent des gaz qu'on emploie jusqu'à présent. Ça s'appelle la phase diphasique, donc avec un détendeur électronique. C'est des détendeurs électroniques pour ça. Monophasique, alors monophasique, ben, c'est tout simple. On s'en sert avec un circulateur et c'est un gaz qui sera circulé en liquide, comme un caloporteur, comme du glycol, comme tout ce que vous voulez, qui va refroidir en phase liquide. Donc on ne va pas le détendre. Bon, il y aura une partie qui va être un peu évaporée, mais c'est pas le but. C'est surtout le but de faire un échange comme un caloporteur. Caractéristiques techniques du CO2. Alors le CO2 est incolore et inodore, donc ça il est très dangereux. En vapeur, sa masse à 0 degré est de 97,647 kg par mètre cube.
En liquide, sa masse, à 0 degré, c'est 927,43 kg par mètre cube. Le point triple, alors c'est là que nous, on a la phase qui va passer de l'état liquide à l'état solide. Donc, à 4,2 bar effectif, 5,2 bar absolu, là, il passe de l'état liquide à l'état solide. Température critique, c'est plus 31. On a vu que c'est tout à l'heure sur la courbe, c'est tout en haut. Donc la pointe de notre diagramme, 31 degrés. Température critique qui correspond à la pression critique de 73,8 bar absolu, 72,8 bar effectif. Alors son GWP est seulement de 1 et son EDP 0. Donc il ne nuit pas la couche d'ozone. Par contre, il a un tout petit effet de serre de 1. Alors, chaleur de vaporisation élevée et faible volume massif des vapeurs. Donc il a un avantage, il a une chaleur de vaporisation très élevée. On verra tout à l'heure, je vous montrerai sur un diagramme que les chaleurs de vaporisation sont très très élevées, et ce qui nous fait que on va avoir des tuyauteries plus petites et des compresseurs beaucoup plus petits. Exemple de rapport, volume aspiré à moins 35 degrés Celsius, ça représente 1/10 de celui du 404A. Donc ça c'est un exemple. Alors les points négatifs, pour ce schéma-là on le verra par la suite, ne vous inquiétez pas, pour le moment je ne vais pas le citer, c'était pour montrer, c'est une cascade. Ça. Le point négatif, c'est des pressions élevées, à la BP environ plus ou moins 20 bars, à l'AHP liquide plus ou moins 45 bars, à l'AHP vapeur 90 bars. À l'arrêt, les pressions montent très hautes. Température ambiante, exemple 30 degrés. Quand on est à 30 degrés dans l'ambiance, on est déjà à 73,1 bars, sans rien fonctionne. Alors, nous devons avoir un goût frigorifique qui refroidit le réservoir de liquide pour éviter que la pression monte et que les soupapes s'ouvrent. Donc on aura un compresseur ici comme ici, là, compresseur qui va refroidir le liquide qui est là-dedans pour empêcher de monter en pression. Les soupapes de sécurité se mettent à sauter. Alors l'huile pour le CO2, les huiles sont polyaphaoléfines, PAO, point d'écoulement très bas, bonne stabilité thermique, peuvent être utilisées pour l'ammoniac, peu hygroscopique. Donc c'est un avantage. Alors la toxicité, là c'est là qu'on rentre dans les petits problèmes de différents gaz. L'ammoniac c'est 5 mg par mètre cube 10 ppm, limite d'exposition des salariés pendant 8 heures. Limite d'exposition maximale pour 15 minutes, 14 mg par mètre cube, 20 ppm. On va parler en ppm. Le R22, lui, c'est 3500, mais là, c'est 1000 ppm, 8 heures d'exposition. Là, 15 minutes d'exposition, 9000. Ça, c'est les trucs maximum, hein. Faut pas l'oublier. Après, c'est cata. Le 404, c'est pareil, c'est 1000 ppm comme le R22. 9700 ppm pour 15 minutes. Je dois reconnaître que le 404, c'est vrai que je l'ai employé, mais pas autant que le R22. Mais le R22, celui-ci, il n'est pas génial à respirer, je vous l'assure. Alors, on n'est pas fait pour respirer ça. Donc le CO2, lui, c'est 5000 ppm et 30 000 ppm. Mais bon, le CO2, lui, il est vicieux parce que ceux-là, ils ont un petit goût éthéré, ils ont toujours une petite odeur, malgré qu'on dit qu'ils sont inodores, incolores et tout ce qui s'ensuit. Ils ont une petite odeur en laissant. Mais celui-ci, ça, c'est un vicieux. Alors, celui-ci, c'est pas la peine. Lui, c'est vraiment l'odeur qui prend les poumons et tout. Donc ici, le CO2, il est vicieux, on ne le sent pas. Donc on va voir par la suite qu'il faut être avec des sécurités. Donc on voit les toxicités du CO2. Donc ici, on voit que à 200 ppm, on a des maux de tête, des vertiges. À 400 ppm, maux de tête intense, danger de mort après 3 heures. 800 ppm, maux de tête, vertiges, nausées, perte de connaissance en 45 minutes. Décès après 2-3 heures. 1600 ppm, là, symptômes sévères après 20 minutes. Décès en déranleur. Donc, vous voyez, c'est des gaz qu'il faut faire très attention. 3200 maux de tête, vertiges, nausées, après 5 minutes, perte de connaissance, après 6400 ppm, céphalée et vertige, après 1 ou 2 minutes, perte de connaissance, après 10-15 minutes. 12800, perte de connaissance immédiate, décès, 1 à 3 minutes. Donc ici, vous voyez, c'est la toxicité, mais bien sûr, ça fait peur quand on voit ces trucs-là, mais tous les gaz ont ces problèmes-là, faut y penser. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'ici, il faut avoir
comme il n'est pas, on ne le sent pas rien du tout, j'emploie le mot vicieux, il est vicieux ce gaz, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un appareil de contrôle sur nous, dès que l'on fait contrôler régulièrement, pour être sûr et certain qu'il fonctionne, que les piles sont en bon état et tout, mais on aura un détecteur sur nous, dès qu'il y aura du CO2, il sonnera. Donc on va voir les sonneries après. Alors les signalétiques, ça comme un peu tout, hein. Vous devez avoir des gants de protection, les panneaux pour vous dire les sorties qui sont ici, vous avez le masque, bien sûr vous avez le détecteur avec vous. Alors la ventilation des locaux, dans un local, le détecteur fixe dans la salle des machines, une ventilation mécanique commandée par le détecteur, une signalisation double à l'extérieur de la salle des machines, débit d'air neuf et vicié évacué 15 volumes par heure. L'extraction se fait en partie basse parce qu'elle est plus lourde que l'air. Ventilation doit être commandée par l'extérieur aussi de la salle des machines. Arrêt de la ventilation à l'intérieur de la salle des machines. Donc vous devez faire très attention à ça. Ça fait partie des normes aussi qui sont dans la NBN. Plus lourd que l'air, donc évacuation par le bas. Ce que j'avais dit tantôt. Donc, dans les salles de machines, vous devez avoir toutes vos précautions pour ne pas avoir de problème. Donc, en plus de votre détecteur que vous portez sur vous. Le fluide doit pouvoir entrer, ne doit pas pouvoir entrer dans les pièces avoisinantes. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur, donc c'est ce qu'on appelle des serrures anti-panique. Les portes doivent être coup de feu, avec 1 heure de résistance. Vous devez avertir de votre présence quand vous allez dans la salle des machines, que tout le monde soit au courant qu'il y a quelqu'un dans la salle des machines. Si des fois on n'a pas de nouvelles de vous, on se fait intervenir. Que les personnes habilitées seules entrent, donc il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui ne soit pas au courant du danger du CO2 et qui soit habilité pour travailler avec le CO2 et qui soit habilité à rentrer dans cette salle des machines. Alors, voir un autre impératif pour la salle des machines. Donc dans la salle des machines, il y a des impératifs qui sont liés avec la NBN 378 de 2016. Donc ça, vous référez à la NBN. Alors dans les chambres froides, on a des détecteurs d'alarme quand le CO2 est dans la chambre froide, ou chambre de congélation si on veut. Interrupteur d'alarme facile d'accès avec un signal visuel fluorescent. L'interrupteur avec un câble ou une chaîne pour activer au niveau du sol. Si par exemple vous êtes en faiblesse, que vous êtes au sol, la chaînette doit pouvoir être au sol de façon à ce que vous tirez sur la chaînette pour signaler l'alarme. Alarme sonore et visuelle. Alarme 12 volts sur batterie, 10 heures d'autonomie. Alarme ne peut être éteint de l'extérieur. L'éclairage, un éclairage de secours. Arrêt des ventilateurs avec l'alarme enclenchée. Détecteur d'alarme sur soi en permanence. Donc détecteur, vous voyez, il doit être là. Masque respiratoire accessible rapidement. Bon, un extincteur portable à l'entrée de la salle des machines. Contrôle 1 fois par an. Bon, ça, comme tous les appareils de contrôle, ça doit être contrôlé 1 fois par an. Nos EPI, c'est un habit en coton, ça c'est toujours, que ce soit dans n'importe quel gaz, parce qu'on va souder et tout, pour le feu et tout ça. Des lunettes de protection pour les yeux, des gants, chaussures de sécurité. Alors ce qu'on a en plus, bien sûr, c'est ces deux appareils-là qu'on peut avoir, on peut porter sur soi, ces deux-là. Celui-ci, on le porte d'office sur soi, celui-ci, c'est pas porté sur soi, mais on peut l'avoir sur soi, c'est une sécurité. Alors faites attention, il y a des masques, il paraîtrait qu'il y a des masques qui ne sont pas toujours efficaces. Il faut être sûr d'avoir un bon masque. Ça, c'est un genre de détecteur portable, donc vous les prenez avec vous. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises sur Internet. Comme on n'a pas de détecteur CO2 chez nous pour le moment, j'ai commandé tout ça, mais je ne les ai pas encore reçus. Donc, comme je vous ai promis de faire la vidéo, j'ai été chercher des trucs. Ça, je pense que c'en est un qui se porte sur soi, malgré que je vois un petit crochet en dessous. Mais ça, c'en est un qui doit se porter sur soi. Mais ça ressemble à ça, je l'ai déjà vu, puisque j'ai suivi un cours. Ça, c'est un détecteur fixe. Bon, ne vous occupez pas des valeurs, là, ici. Détecteur CO2 fixe, chambre froide. Donc, il peut être dans une chambre froide, peut être dans une salle des machines. Et il est relié à tout ce qu'il faut pour l'alarme. Alors, norme en EN 378 de 2017 et EN 14624, vous avez une première alarme à 5000 ppm sur votre détecteur ou sur le détecteur salle des machines ou chambre froide. Ça, c'est la première alarme qui vous dit « Oula, il y a un problème ». Mais la seconde alarme qui est à 10 000 ppm, là, il faut évacuer immédiatement. Ça devient dangereux pour vous. Donc, et faire un contrôle annuel de vos détecteurs d'alarme. Alors, on peut être brûlé, comme tous les gaz frigorifiques. Dès que c'est du liquide, ça s'évapore. Et là, bon, il s'évapore à des températures très très basses, moins 78,5.
Chaleur de vaporisation du CO2 à l'état liquide est dangereux. Température d'évaporation à la pression atmosphérique est de moins 78,5. Alors, si vous êtes brûlé, que ce soit n'importe quelle brûlure, on dit les 320 avec l'eau. Donc, le premier truc, c'est l'eau à 20 degrés, plus ou moins, la main à 20 cm du robinet d'eau, et un temps de 20 minutes minimum. Donc, vous devez laisser couler l'eau tout doucement. Pourquoi l'eau doit être à 20 degrés? Pour ne pas avoir un transit trop froid sur la brûlure qui est chaude. Alors, la main à 20 cm du robinet, c'est pour éviter d'avoir un jet puissant. Et un robinet, ouais, ça c'est pas signalé là-dedans, mais l'eau doit couler très doucement. Elle doit, si je l'ai mis ici, jet très doux. Donc ça doit être un jet très doux. Pourquoi? Parce que si vous attrapez des cloques directement, si vous avez un jet très doux, vous arrachez les cloques. Vous les voyez ici. Elles s'arrachent et là, c'est pas génial à soigner. Donc il faut être très très prudent quand on a une brûlure. Aussi bien pour vous que pour vos collègues. Si vous connaissez ça, vous pouvez l'aider. Un temps de 20 minutes, c'est minimum. Plus longtemps c'est, mieux c'est, en attendant les secours. Alors les manomètres doivent permettre une lecture de 160 bars, parce que bon, on a des pressions très élevées avec le CO2. Donc le CO2 R744, vous voyez, les manomètres sont 160 bars. Les flexibles doivent supporter 200 bars, donc vous ne pouvez pas prendre vos flexibles que vous utilisez d'habitude. Et faites attention, un flexible, quand ça explose, ça peut faire mal. Il part et il vous fouette et il vous tape dans la figure. Le point triple du CO2, on voit ici. Donc ici, on est en liquide, ici on est en solide, ici on a vapeur. Quand on arrive à ce point-là, qui correspond à 5,2, là, ici, qu'est-ce que vous avez? Paf, vous passez en liquide. C'est ça qu'on expliquait, le fameux point triple, où on passe de l'état liquide à l'état solide directement. Donc ça, c'est un des inconvénients. Ça fait un genre de neige carbonique et ça vous bloque le circuit. Je vous l'ai dit, ça bouche, mais ça restera pas bouché. Quand vous arrêtez l'installation, la chaleur va remonter tout doucement, puis après un certain temps, c'est redevenu normal. Alors ici, vous avez les courbes. Donc ici, vous avez toutes les courbes qui sont reprises ici, suivant les pressions. Vous voyez, les pressions, le CO2, il sort de la gamme des trois autres gaz qui sont le 134, le 404 et R22. Donc lui, il est tout à fait différent au point de vue de pression et température aussi. Alors ici, on a les relations pression-température. Donc ici, on voit que K0, c'est 35,4 bars déjà. Donc on a déjà 35 bars par rapport au R22 où on avait 4 bars et au 134 où on a plus ou moins 2 bars. On voit quand même que c'est des pressions qui sont assez sérieuses. Et là, on monte très très vite après. 30 degrés, c'est 71,2. Et là, on a le volume massique, puisque c'est les mètres cubes par kilogramme, c'est volume massique, aussi bien en liquide qu'en vapeur dans cette table. La chaleur massique en kilojoules par kilogramme de la vapeur et du liquide. Donc, vous voyez, ces chaleurs qui sont ici. Donc ça, c'est par la suite, on verra, mais ça, c'est pour citer un peu les exemples du CO2. Alors ça, c'est le fameux diagramme du CO2. Donc vous voyez ici, quand on arrive ici, on est une pression très très haute, mais par contre la température n'est pas haute. Ici vous voyez 31 degrés, 3,6 bars. Donc ça aussi c'est un diagramme que j'ai repris sur internet. Vous voyez, il y avait une petite erreur ici, puisque les diagrammes sont en absolu, il y avait une légère erreur sur les barres ici. 5,2 bars, moins 56,6. Donc ici, c'est notre point triple qui est ici. Et ici, on a ce qu'on appelle la partie transcritique. Le subcritique va se trouver ici, et la transcritique va se trouver ici. Donc c'est ici qu'on va pouvoir travailler exceptionnellement. Alors, avec le CO2, on va se retrouver avec... On va travailler ici en transcritique, qu'avec les autres gaz, on ne savait pas travailler là, tandis que maintenant on travaille ici. Donc c'est exceptionnel. Alors ça c'est dans la deuxième vidéo, on verra quoi? Dans la deuxième vidéo, on va voir déjà le système cascade. Donc NH3CO2, donc ammoniac CO2. Donc ici, c'est le diagramme comme vous avez vu tantôt que je vous ai dit, on verra ça après. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une partie 744 ici, 717 ici, et au glycolé. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a du 134, c'est juste un groupe de réserve, un tout petit groupe de réserve, il n'est pas grand. Il va me refroidir le liquide qui est ici quand l'installation est à l'arrêt, en panne ou un truc comme ça. Voilà, c'est tout. Donc on va voir au fur et à mesure l'installation. Je
je l'éclaterai. Donc je vais éclater partie par partie pour que vous compreniez mieux. Okay, donc ça c'est déjà fait, la vidéo est déjà faite, hein, les slides sont prêts, j'ai plus qu'à vous le faire en vidéo. Donc voici déjà la première partie, donc vous avez vu là, une partie intéressante. Maintenant je vais vous montrer sur le diagramme pourquoi on emploie le CO2. Donc ici vous avez le diagramme du CO2 qui est là, et j'ai coincé en dessous celui du 134. Donc ici je viens de rapprocher tout doucement, vous voyez, ça c'est le CO2, tout ça c'est le CO2. Et j'ai coincé en dessous ici, donc il est coincé ici, ça c'est le 134. Donc vous voyez, le 134, quand on prend ici à la courbe, on a 180, ici j'ai 380. Donc de la courbe de là à là, j'ai 200 kJ par kilogramme dans ma bulle en bas, ici. Maxi. Si je prends maxi CO2, mais ici dans la courbe ici, ben là, j'ai là et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 325 kJ par kilogramme, que ici, je n'ai que 200 kJ par kilogramme. Vous voyez, par kilogramme de gaz, j'ai déjà 125 kJ par kilogramme. Et c'est le 134. Si on a le 404, c'est beaucoup plus flagrant. Alors là, déjà, une première partie du CO2. Donc vous avez vu que le CO2, bon, il y a des avantages très sécurisés que les autres gaz, parce que les autres gaz, bah, on a quand même beaucoup de problèmes. Même les nouveaux gaz qui sont sortis, bien qu'ils sont provisoires, mais bon, quand même. Donc le CO2, bah, lui, il est très impressionnant, parce que quand vous allez dans une salle des machines, vous avez, par exemple, quand on parle de cascade, c'est la première vidéo qu'on va faire après, ben la cascade, elle, vous avez les compresseurs qui sont grands comme ça, vous avez des gros compresseurs pour, par exemple, l'ammoniac, vous en avez 3, 4, ou du 404, ou du 134, des très gros compresseurs. Et puis, pour la même puissance, vous vous retrouvez avec des petits compresseurs, donc vous avez ça, et hop, vous passez 2 petits compresseurs par rapport à 4 qui sont grands comme ça, 2 petits compresseurs pour le CO2. C'est très impressionnant. Et les tuyauteries sont très petites. Elles ne sont pas aussi grosses que pour nos tuyauteries frigorifiques qu'on a l'habitude. Donc vous verrez, c'est impressionnant ça. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'avantages. Bon, en cascade, il n'est pas... C'est vrai qu'on ne gagne pas autant que si on est en transcritique, parce que là, en transcritique, c'est très avantageux. Là, on n'a que le CO2, donc là, il est très rentable. Bon, il n'est pas facile à s'en servir parce qu'il a beaucoup d'impératifs, mais quand on a l'habitude, je pense que ça va aller tout seul. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.